Place qui va coûter 31 milliards de francs CFA. C'est le fruit de la coopération entre le Sénégal et la Chine. L'une de nos équipes a fait un tour sur le site. Mais tout d'abord, le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil s'est réuni ce mercredi. Le communiqué est lu par Omar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 6 avril 2016 à 10 h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État renouvelle ses félicitations au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité suite à la parfaite organisation du grand défilé civil et militaire ainsi que des autres manifestations marquant la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Il confond dans ses félicitations nos valeureux anciens combattants, les élèves, les mouvements de jeunesse, les collectivités territoriales, toutes les forces vives de la nation pour leur mobilisation exceptionnelle et leur participation remarquable à la réussite de la fête de l'indépendance. Le président de la République, magnifiant par ailleurs le patriotisme et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, réitère son engagement à poursuivre l'œuvre de modernisation du système national de défense et de sécurité par le renforcement soutenu de nos unités en moyens humains et matériels de dernière génération. À ce titre, il exhorte nos concitoyens à accorder une priorité fondamentale au civisme, au respect des valeurs de la République, à la consolidation de la discipline nationale, au culte du travail et de l'excellence dans notre marche résolue et solidaire vers l'émergence. Abordant la préparation de la fête du travail du 1er mai 2016 et la consolidation du dialogue social tripartite, État, syndicats, patronat, indispensable pour la mise en œuvre sereine des réformes sectorielles et des programmes publics, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'impératif d'assurer, avec les partenaires sociaux, l'évaluation du pacte de stabilité sociale et d'émergence économique signé en 2014 à l'issue de la première conférence sociale pour la deuxième édition qui porte sur la modernisation du système national de retraite, instrument fondamental de la politique de protection sociale et de gestion des personnes âgées. Il convient d'ouvrir sans délai les concertations nécessaires à la revalorisation notable et à la mensualisation souhaitable des pensions de retraite. Dans la même perspective, le président de la République indique au gouvernement la nécessité de veiller également à l'ancrage d'un dialogue social sectoriel, notamment dans les secteurs stratégiques de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et demande au Premier ministre de finaliser rapidement les procédures de liquidation des entreprises en difficulté, de recevoir toutes les centrales syndicales ainsi que les organisations patronales en vue d'évaluer l'état de prise en charge des cahiers de doléances de l'année 2015. Concluant sur ce point, le chef de l'État, après avoir encouragé le gouvernement à associer le Conseil économique, social et environnemental dans la dynamique de consolidation du dialogue social et salué le travail accompli par le groupe des parlementaires facilitateurs, adresse ses félicitations au ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions pour la signature récente de l'avenant de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Sénégal, portant sur l'amélioration et la meilleure gestion des droits des travailleurs sénégalais et de leurs familles en France. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération en informant le Conseil de sa participation du 13 au 15 avril 2016 à Istanbul en Turquie au 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le Premier ministre, après avoir félicité le président de la République, chef suprême des armées, pour ce défilé exceptionnel à tout point de vue et tiré pour le compte du gouvernement les enseignements de son message à la nation du 3 avril 2016, a rendu compte de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation sous-régionale, africaine et internationale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait part au Conseil de la préparation et de la mise en place de l'équipement pour la campagne agricole de contre-saison ainsi que du suivi de la campagne de commercialisation arachidière. Le ministre de la Fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public a présenté l'agenda du Forum national de l'administration prévu les 9 et 10 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD. Le ministre de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance
a rendu compte de la mise en œuvre par le Sénégal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait le point de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret portant l'application de la loi 2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Le projet de décret portant statut du personnel des établissements publics de santé. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Dr Khadisatou Gaye Alain-Char, Dr Khadisatou Gaye Alain-Char, médecin spécialiste en santé publique, en médecine physique et en réadaptation fonctionnelle, précédemment directeur du centre Talibou Dabo de Grand Yoff, est nommé directeur général de l'action sociale en remplacement du docteur Cheikh Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le communiqué du Conseil des ministres parcouru par Omar Diawa. Toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du Dakar de Médina Gounass prévu du 9 au 18 avril prochain. Le Khalif Thierno Ahmed Tidiane Ba a été reçu hier dans la soirée par le chef de l'État Macky Sall. Le Khalif remercie le président qui a donné des instructions pour faire de cette édition une grande réussite. Écoutons à ce propos le frère et porte-parole Thierno Abdoul Aziz Ba au micro de Omar Ning. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le chef de l'État a pris le temps et le soin de parcourir les différentes étapes des points que la délégation était venue soulever. Le chef de l'État a répondu totalement à ces points-là pour une bonne marche du Dakar de 2016. Il y avait des avancements l'année dernière, mais cette année, tous les problèmes qu'il y avait l'année dernière, le chef de l'État vient de les solutionner. En s'appuyant bien entendu sur le ministère de l'Intérieur, avec lequel nous avons eu une séance ce matin pour vraiment regarder point par point avec les différents démembrements de l'État tout ce qu'il faut par rapport à ce Dakar de 2016. Donc d'où la satisfaction de Thierno Ahmed Tidiane. Il le remercie sincèrement et il a eu à exprimer ses remerciements lors de l'audience pour vraiment montrer au chef de l'État combien ils étaient satisfaits de tout ce qui est en train de se préparer par rapport au Dakar de 2016 et de tout ce qui va suivre éventuellement. Il le remercie sincèrement. Le Khalif de Médina Gounass reçu par le chef de l'État, c'est en prévision du Dakar prévu cette année du 9 au 18 avril prochain. Ebola a refait surface dans la sous-région. Ce nouvel épisode de la fièvre hémorragique doit pousser à plus de vigilance au Sénégal. Un centre de prise en charge est mis en place à l'hôpital de Fann. La surveillance sanitaire aux frontières est accrue et le dispositif d'alerte est coordonné par le centre des opérations des urgences sanitaires. Au CHU de Fann, on est préparé à faire face à d'éventuels cas pas souhaités au Martial. Des tentes dressées à l'intérieur de l'hôpital de Fann rompent un peu le décor des lieux. L'image semble prise ailleurs. Pourtant, nous ne sommes pas loin du service des maladies infectieuses et Ebola se signale à nouveau. Au niveau de la Guinée, alors que la Guinée avait été considérée comme un pays maintenant sorti de l'épidémie, nous avons pensé qu'il était important de reprendre encore les choses en main parce que nous avons aujourd'hui toutes les structures qu'il nous faut pour le faire. Le Sénégal s'est doté d'un centre des opérations d'urgence sanitaire pour relever les défis. Ce n'est pas par hasard que nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un centre de traitement qui était prévu depuis longtemps, mais comme nous n'avions pas eu de cas, les choses étaient en cours et nous avons continué calmement. Ce centre de traitement a pu être mis en place grâce au soutien de la JICA, de la Croix-Rouge, de l'Armée nationale et d'autres partenaires. Nous voulons donc continuer à collaborer à cette lutte contre cette maladie. Je pense qu'on maîtrise bien aussi dans ce pays, mais donc l'épidémie elle-même, je pense que c'est pas encore fini. La réapparition de cas confirmés en Guinée et au Libéria n'est pas surprenante pour les spécialistes. Ce n'est pas étonnant
Donc il faut être sûr que chaque année, pendant très longtemps encore, on aura des cas, mais ce qui a encore changé, c'est qu'on n'aura pas des milliers de cas. Parce que l'on est mieux équipé, et à ce propos, au niveau régional, le système de santé a ouvert des centres pour éventuellement éviter l'afflux vers Dakar. Ne pas amener les malades jusqu'à Dakar. Mais si aujourd'hui, dans les zones, on peut les prendre en charge, on les prend en charge. Et dans ces structures, c'est des structures qui sont pérennes, c'est-à-dire c'est des services de maladies infectieuses qui sont renforcés. Ce système de filtre devrait permettre une prise en charge rapide. Jusqu'à ce jour, le seul cas rencontré par le Sénégal était importé et le CHU de Fann l'avait sauvé. Le personnel de l'hôpital Fann est avec vous, justement, pour croiser le fer, éventuellement, à cette pathologie-là. Bien sûr que nous ne souhaitons pas l'avoir sur notre chemin. Nul ne souhaite l'avoir sur son chemin et il n'y a pas de quoi créer une psychose. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être prévoyant. Être prévoyant, c'est valable pour toutes les maladies et plus encore pour les épidémies dont la propagation peut être très rapide. Dakar abrite depuis hier un panel de haut niveau sur l'eau et la paix. Il s'agit pour les experts du monde entier de recueillir des informations sur les bonnes pratiques en matière de gestion concertée des ressources en eau. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un bon exemple dans ce domaine. Ndeye Aïdja. L'eau, source de vie, mais aussi de tension, si elle n'est pas gérée de manière concertée. Le Sénégal, à travers l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a une longue expérience dans la gestion participative des ressources du fleuve Sénégal, d'où l'intérêt pour le panel mondial sur l'eau et la paix de tenir cette assemblée générale à Dakar pour recueillir les bonnes pratiques afin de trouver des solutions aux conflits liés à l'eau. L'eau, on croit que c'est un bien infini et inépuisable, alors que cette eau devient de plus en plus en quantité réduite pour trois raisons. D'abord, il pleut de moins en moins. Deuxièmement, les populations s'accroissent. Donc si nous ne faisons pas attention, des conflits naissent d'abord même à l'intérieur des États entre agriculteurs et éleveurs, entre navigants, pêcheurs, entre hydrauliciens, ainsi de suite, et à l'intérieur des États, ou entre les États, chacun veut un peu plus d'eau pour ses besoins. Donc nous qui avons les ressources d'eau en partage, nous devons faire en sorte que nous puissions éviter les conflits et travailler de concert pour exploiter ces ressources de manière commune. En novembre dernier, le panel mondial sur l'eau et la paix a été lancé à Genève. Au terme de leur mandat, les experts de ce panel vont donner des recommandations sur les voies et moyens de gérer cette ressource d'une manière durable. Il est nécessaire d'analyser les bonnes pratiques qui existent et savoir quels sont les arrangements qu'on peut définir pour la future. L'eau, un élément stratégique dans la géopolitique mondiale. Pour garantir la pérennité de cette ressource, les États sont appelés à renforcer la coopération et l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, regroupant 4 pays, dont la Gambie, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, est souvent donné en exemple à travers le monde. C'est dans les titres 35 entreprises espagnoles spécialisées dans l'agrobusiness, l'hydraulique, l'assainissement, l'énergie, les infrastructures sont à Dakar. Elles sont venues chercher des projets d'intérêt commun avec le Sénégal. C'est sous la houlette de l'APIX et de son homologue espagnol ISEX. La rencontre de partenariat a démarré aujourd'hui à Ramdao. C'est une Espagne décidée à accompagner le Sénégal dans le PSE qui est représenté à Dakar. Une quarantaine d'entreprises, une dizaine de secteurs, tous prioritaires pour le Sénégal. Le développement rural, l'agriculture, l'agrobusiness, aussi de l'eau et l'assainissement, aussi bien la logistique et les infrastructures. Il y a aussi quelques entreprises du secteur de l'énergie. Dans ce secteur, il y a plusieurs entreprises espagnoles qui sont fortement compétitives, même des leaders au niveau mondial, et avec une forte présence dans les marchés qui sont compétitifs, libres et transparents. Cette rencontre de partenariat est pilotée par 2 structures, l'APIX pour le Sénégal, l'ISEX pour l'Espagne. Les 2 agences en charge de la promotion des investissements de leur pays ont signé un mémorandum d'entente, plus d'échanges et l'objectif. Ces entreprises ont déjà pris connaissance des projets sénégalais, ont déjà amorcé des partenariats avec le secteur privé local. Donc on est dans une phase concrète de mise en œuvre d'une activité de promotion des investissements qui dépasse la phase de prospect. On est dans la phase de réalisation et nous avons aussi constaté
depuis 2 ans une augmentation de l'ordre de 30% des investissements agréés espagnols au Sénégal. Entre investissements agréés, il va falloir donc passer à la phase de l'exécution et de la réalisation de l'agrément. Et donc ces étapes et ce forum planche sur la possibilité de transformer les intentions d'investissement des entreprises espagnoles en réalisation concrète de projets. C'est le volet privé du partenariat entre les deux pays qui est mis en exergue. Le Sénégal a mobilisé son secteur privé et ses différentes agences concernées pour présenter aux Espagnols toutes les opportunités d'affaires. Je suis convaincu qu'à la suite de ces panels, de nouveaux contrats de partenariat entre les secteurs privés espagnols et sénégalais vont se nouer, ou plus globalement des contrats de partenariat public-privé, parce que l'État aussi, il faut le préciser, accorde un grand intérêt à ces rencontres au regard du financement public-privé qui a une place importante dans le plan Sénégal émergent. L'Espagne figure parmi les 3 plus grands marchés européens du Sénégal. Les deux pays sont convaincus qu'ils peuvent faire plus. Des entretiens individuels sont prévus dans la 2e journée. Pour le développement du secteur de l'aquaculture au Sénégal, l'Agence nationale de l'aquaculture, le FONSIS et le Bureau opération du suivi du plan Sénégal émergent unissent leurs efforts. Ces structures ont signé un protocole d'accord visant à faciliter la structuration et les mécanismes de financement du projet de développement de l'aquaculture Pape Bounatiao. Cette signature consacre un accord entre l'Agence nationale de l'aquaculture, le Fonds d'investissement souverain FONSIS et le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. L'entente devrait permettre la mise en place d'un cadre de collaboration pour le développement de l'aquaculture industrielle au Sénégal, un des projets phares du PSE. Nous avons prévu de mettre en place un programme de développement de l'aquaculture en eau douce et en eau marine, pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc ça suppose des financements innovants avec le FONSIS et l'accompagnement du Bureau opérationnel de suivi de la mise en œuvre du PSE. Et Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime nous a rassuré sur le fait que toutes les dispositions seront prises au niveau du département pour la mobilisation des ressources nécessaires. Sous le contrôle du ministre en charge de la pêche, l'ANAN, le FONSIS et le BOS se sont engagés à travailler ensemble pour la mobilisation des ressources et la facilitation des montages financiers. L'idée en fait est d'avoir 2 fermes industrielles importantes qui justifieront pour le secteur privé sénégalais la production de la matière première dont on a besoin pour pouvoir réaliser ces projets. Et donc, pour ce type de financement, le FONSIS va structurer le projet comme un projet rentable, un projet d'investissement productif, dans lequel le FONSIS il est actionnaire, donc il apporte des capitaux. L'ANA, via le ministère, donc, apporte également une participation de l'État. Le projet de développement accéléré de l'aquaculture a pour objectif de produire 30 000 tonnes de poissons et de créer 10 000 emplois formels à l'horizon 2018. À cet effet, un financement global de 33 milliards sera mobilisé. Plus de 60% de ce financement devrait provenir du privé. 302 milliards de francs CFA consentis dans le secteur de l'enseignement supérieur à l'horizon 2017. 72 milliards sont destinés à satisfaire la plateforme revendicative du SAES. Le ministre de l'enseignement supérieur reste d'avis que l'État a beaucoup fait au regard des priorités du pays. Professeur Marie Taounian est l'invité de l'émission Le Point. Tout cet argent mobilisé, mais c'est un arbitrage national par rapport aux priorités de l'État. Mais l'agriculteur, il a besoin d'être soutenu. Le village qui est quelque part au Sénégal a besoin de forage, a besoin d'eau courante, il a besoin d'électricité, il a besoin de pistes pour être relié au système routier national. Les femmes ont besoin d'un allègement au niveau du travail. Tout cela coûte, mais le gouvernement a fait un arbitrage dans lequel il a donné une part importante à l'enseignement supérieur et au système éducatif de manière générale. Parce qu'il considère... Parce qu'il concerté avec le SAES sur ce point de la prime, parce qu'apparemment ils veulent être alignés sur le décret de compensation des ayants droit des logements de fonction. Oui, mais ce décret de compensation, ce sont des fonctionnaires de l'État qui étaient logés et pour lesquels, comme vous l'avez dit, c'est un décret de compensation. Il ne peut pas y avoir accès, non? Mais ils ont
déposer une plainte. Laissons la justice dire le droit. Et lorsqu'on est dans une démocratie, dans un état de droit, lorsqu'on dépose une plainte, évidemment, on attend absolument que la justice fasse son travail. Et puis, on accepte le résultat. Absolument. Alors. Voilà, c'était donc le professeur Mary Teuw Niane, invité de l'émission Le Point, à suivre après cette édition. Nous reparlons du discours à la nation du chef de l'État dans l'aspect donc relatif à l'éducation. Le président a annoncé d'importantes mesures, des mesures qui vont dans le sens de l'apaisement du système éducatif sénégalais, de la prise en charge des revendications des enseignants entre autres. Les acteurs se félicitent de l'engagement du président Macky Sall et souhaitent une application rapide de ces différentes décisions. Suivons ce dossier réalisé par Ibrahim Ndong. Synonyme d'un ascenseur social, gage d'un avenir réussi. L'éducation. Son importance ne souffre d'aucune contestation. Le président de la République l'a bien compris. Le message à la nation du 3 avril est révélateur. Il sera ainsi procédé à l'appurement des rappels d'intégration et d'avancement en instance du personnel enseignant pour un montant de 24,2 milliards de francs CFA. S'agissant de l'enseignement supérieur, les budgets des universités ont été augmentés de 20 milliards de francs CFA au titre du budget national 2016, dont 7,5 milliards affectés aux œuvres sociales des étudiants. Un discours rassurant, fédérateur. Au siège de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique COSYDEP, les acteurs apprécient. Et nous avons été marqués par au moins 3 aspects qui nous ont beaucoup rassurés. Le premier, c'est lié à la large place qui a été accordée à l'éducation dans son discours. Cela est rassurant. Le deuxième est lié au fort plaidoyer qu'il a pu mener en faveur de la revalorisation de l'école publique. Nous le savons, cette école est celle sur laquelle beaucoup de Sénégalais comptent. Et le troisième aspect qui nous a aussi beaucoup rassurés est lié aux efforts qu'il a annoncés quant à la prise en charge des revendications des enseignants. Du côté des syndicalistes, l'espoir est permis en attendant d'y voir plus clair. Nous avons apprécié. Il a également parlé des revendications des enseignants, notamment les mises en solde qui vont passer de 5 000 d'abord, ensuite 7 000 comme nous avait annoncé le ministère des Finances, à 10 000. Et puis aussi l'apuration donc des rappels d'avancement et d'intégration. Le problème aujourd'hui, c'est l'écart qu'il y a toujours entre le discours et la mise en œuvre. Un tour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar nous permet d'avoir une idée sur la position des étudiants. Tout ce que nous désirons, c'est qu'ils puissent appliquer à la lettre ces décisions qui ont été prises. Cela entrera dans le cadre de notre avancement, c'est-à-dire ça va nous permettre de faire une session normale au lieu de subir les conséquences d'une session unique. Oui, c'est un discours je peux dire rassembleur et c'est un discours vraiment, je peux dire qu'on a l'espoir, si à condition que ce discours soit suivi par rapport à des actes qu'ils vont poser pour que vraiment le climat ce climat de paix puisse régner au sein de l'université. Et si de telles décisions ont été prises, c'est parce que le président de la République est soucieux de l'avenir des élèves, selon la Fédération nationale des parents d'élèves. Nous sommes, nous parents d'élèves, rassurés. Du point de vue mise en solde, c'est une avancée considérable qui a été annoncée par Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes aperçus qu'il est à l'écoute vraiment des parents d'élèves, qu'il pense à nos enfants et à la nation sénégalaise. C'est pourquoi il y a une grande cohérence entre ce qu'il a dit et promis et ce que le ministre de l'économie et des finances et du plan avait promis à notre réunion du 9 et 10 mars dernier. Le souhait de tous ces acteurs reste la concrétisation des mesures prises par le chef de l'État. D'abord au gouvernement, pour qu'il nous aide à concrétiser, à matérialiser ces efforts annoncés par le chef de l'État.
mais ensuite aux enseignants, pour qu'ils tiennent compte de ce message, pour apaiser le système éducatif. Nous pensons que ce message du président de la République doit être un déclic pour l'apaisement du système éducatif. Ça doit permettre de renouer la confiance entre les acteurs et enfin permettre au système éducatif de retrouver sa paix. Et nous osons espérer qu'avec cette fois-ci le discours du président de la République, les ministres en charge de ces problèmes-là les mettront en œuvre, comme il a dit, au courant de l'année 2016 pour qu'on en finisse avec les revendications. Finir avec les revendications, établir un climat de paix dans le système éducatif sénégalais, c'est l'objectif. Toujours placer l'éducation au rang des priorités, en témoignent les milliards investis dans ce domaine. Parlons de la restructuration de l'OMVG en haut commissariat. Les 4 pays membres ont décidé de mettre en scène un nouveau commissaire pour accélérer les projets, notamment celui du barrage de Sambangalou de 128 MW et d'une ligne d'interconnexion de 1577 km entre les pays membres. La passation de service a eu lieu en marge de la clôture du panel de haut niveau sur l'eau et la paix à Bumbaï. Un nouveau commissaire installé dans ses fonctions. L'OMVG érigé en haut commissariat suite à la rencontre des chefs d'État des 4 pays membres tenue le 29 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Conakry ont décidé de réorganiser l'institution. En marge du haut panel sur l'eau et la paix, le devenir de l'OMVG était au menu pour faire de l'organisation un organe de référence à l'instar de l'OMVS, credo du tout nouveau haut commissaire. Aujourd'hui, nous devons être capables de mieux adapter les objectifs de l'organisation aux exigences de développement des populations de nos 4 pays membres. En effet, il apparaît de plus en plus clair que l'émergence de nos États passera entre autres par les organisations de mise en valeur des bassins fluviaux. 4 pays, 3 langues de travail, un seul fleuve en partage, la Gambie. Les pays membres doivent non seulement se mettre à l'heure de la restructuration, mais à la concrétisation des grands projets d'électrification. Compte tenu des difficiles situations économiques de nos États membres et malgré l'engagement des bailleurs de fonds, le secrétariat exécutif a rencontré beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, effectivement, c'était l'installation de la nouvelle équipe, c'est-à-dire du haut commissaire et du secrétaire général, pour maintenant continuer à gérer l'implémentation des projets, celui des projets d'énergie, le projet de barrage de Sambangalou avec un productif d'à peu près 128 MW et une ligne d'interconnexion de plus de 1577 km qui va relier les 4 pays qui composent l'OMVG. Donc c'est pour dire que, en tout cas, ces projets énergie que nous attendons dans les meilleurs délais nécessitaient en tout cas d'être accompagnés dans un cadre organisationnel mieux approprié, en tout cas et mieux adapté. Avec la fin de la gestion provisoire de l'OMVG ayant abouti à cette restructuration, la confiance des bailleurs de fonds sera renforcée. Les bailleurs nous accompagnent dans cette dynamique-là. Le problème, c'est que la structure qui existait était une structure provisoire. Un provisoire qui a longtemps duré parce que c'est un provisoire qui a duré plus de 11 ans. Et les chefs d'État aussi étaient restés à peu près une dizaine d'années sans se réunir. Aujourd'hui, chose faite. En attendant la concrétisation des grands chantiers de l'OMVG, les agents immortalisent les derniers instants d'une passation de service entre un secrétaire exécutif qui part et un haut commissaire qui prend les rênes de l'OMVG. OMVG qui change de cap à Bumbaï. Parlons de la valorisation de l'expertise francophone. Les bénéficiaires des formations de la francophonie souhaitent une meilleure implication dans la vie active. Ils ont organisé ce mercredi une rencontre dans le but de participer au développement du pays. La rencontre a eu lieu ce matin. C'était au centre culturel d'Outasek. Anaïs Nyanyamane. Ils sont nombreux à bénéficier de formations de renforcement de capacités dans le cadre de la francophonie. Ces Sénégalais, issus de différentes catégories socio-professionnelles, rencontrent d'énormes difficultés pour s'insérer dans la vie active. Nous avons un nouveau challenge, c'est celui de valoriser notre diplôme senghorien. Un diplôme qui est reconnu par le CAMES, par les universités françaises, québécoises, suisses, belges et aussi par la fonction publique sénégalaise. Cependant, nous, on a un problème
Tous nos sortants, nos diplômés ont des problèmes de réinsertion. Cette fois, ce sera vraiment de nous battre pour que ce diplôme soit déjà reconnu, que nos compétences soient utilisées à juste valeur. La francophonie offre des programmes de formation adéquats. La valorisation de ces compétences est avantageuse pour le Sénégal. Les outils sont dans les mains du Sénégal. Mais ce sont des outils partagés. Si le Sénégal affine son expertise et sa stratégie dans les secteurs clés qui touchent au plan Sénégal émergent, le Sénégal va avoir des choses à dire, va avoir des programmes pour alimenter ces structures, va avoir du répondant. Les compétences existent et les valoriser serait un atout pour notre pays. L'objectif premier est de faire davantage connaître l'importante expertise sénégalaise ayant eu à bénéficier de formations ou de programmes de la francophonie, à la valoriser pour la rendre suffisamment attractive et disponible à servir les objectifs de développement de notre pays. Toutes les forces et toutes les intelligences sont en effet nécessaires pour relever les défis auxquels nos pays sont confrontés et au-delà les populations de l'espace francophone. Au sortir de cette journée de réflexion, une base de données sera créée. Elle permettrait de mieux identifier l'expertise francophone et de l'impliquer dans le développement du pays. Le mois africain de la prévention a été officiellement lancé ce matin. Thème retenu, Journée africaine de la prévention. 20 ans au service de la santé et de la sécurité au travail, bilan et perspectives. Au Sénégal, les accidents du travail et les maladies professionnelles ont connu une baisse. De 2219 en 2014, ils sont passés à 1736 en 2015. Aminata Mbengfal. Le lancement du mois africain de la prévention des risques professionnels a été l'occasion de poser la problématique du bilan des 20 ans d'activité de l'IAPRP. Une rétrospection qui s'impose face aux modifications opérées dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. Le bilan après 20 ans d'activité se justifie par d'abord la modification des politiques en matière de prévention des risques professionnels, la modification des environnements des entreprises, aussi bien l'environnement interne que l'environnement externe, la modification des process, la modification des opportunités qu'offre aujourd'hui la politique en matière de prévention des risques professionnels, mais surtout aussi la nature de prise en charge des risques lorsque ces risques interviennent au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire sur le lieu du travail. Des efforts qui ont certainement permis d'enregistrer une baisse des accidents de travail et de maladies professionnelles au Sénégal. 2219 cas d'accidents et de maladies professionnelles enregistrés en 2014 et 1736 cas enregistrés en 2015. Même si l'on admet que la tendance est à la baisse au cours de ces dernières années, force est de reconnaître que ce nombre peut baisser davantage pour que l'on ne puisse pas se blesser ou perdre sa vie sur les lieux de travail en voulant la gagner. Pour les acteurs, un renforcement des ressources humaines devient un impératif pour une diminution plus importante des accidents de travail. Des efforts sont en train d'être faits au niveau du ministère avec l'amélioration sensible des conditions de travail des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et des contrôleurs de la prévention au niveau de la caisse de sécurité sociale. Bien qu'il faut encore plus de moyens humains, matériels, juridiques et financiers pour que ces agents de contrôle puissent faire le travail de façon plus convenable. Durant tout le mois, diverses activités seront menées en prélude à la Journée africaine de la prévention prévue le 30 avril 2016. Occasion d'échanger sur la maîtrise globale des risques professionnels, entre autres défis à relever. 140 hommes vont prendre la relève du contingent envoyé à Bangui l'année dernière. Ces hommes vont contribuer au retour de la paix en République centrafricaine. Le drapeau national leur a été remis. Sidna Lumfal. Protéger le personnel et les installations des Nations Unies, protéger la population et appuyer la police locale, c'est la mission confiée à ces hommes qui seront déployés en Centrafrique. À l'issue de leur formation, le drapeau national leur a été remis.
Je viens aujourd'hui procéder à la cérémonie de remise du drapeau national qui symbolise l'engagement de notre pays à accompagner le processus de paix en République centrafricaine. Ainsi, au-delà du rituel, la remise de cet emblème national traduit de manière éloquente la ferme volonté de notre pays à œuvrer pour la paix et la sécurité dans le monde. 140 hommes, 3 sections opérationnelles et une section spécialisée déployés dans le cadre de la MINUSCA vont relever le contingent à Bangui depuis l'année dernière. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'une préparation axée principalement sur les techniques et compétences nécessaires au maintien de la paix et pour l'instauration d'un état de droit en République centrafricaine. Ces hommes devront contribuer au retour de la paix et la stabilité en République centrafricaine. Médina Yoro Fula sera connecté au reste de la région de Kolda après le bitumage de la route. Le financement a été bouclé, les appels d'offres lancés. Les entreprises sont déjà choisies pour la construction de la route. Une bonne nouvelle qui doit permettre au département de mieux développer les relations ville-campagne. Focus sur Médina Yoro Fula avec Moussa Mané. Créé par décret du 10 juillet 2008 en faveur d'un découpage administratif, Médina Yoro Fula tarde à sortir de son sommeil. La localité traîne toujours ses clichés ruraux qui contrastent avec son rang de ville. Les mesures d'accompagnement prises au lendemain de son érection en département n'étaient pas visibles. Il a fallu attendre ces 2 dernières années pour que les autorités en place réagissent pour réparer une telle injustice. La seule structure administrative de cette dimension a ne compté aucun mètre de goudron. Il avait alors promis qu'une fois élu, de changer cette donne et d'effacer cette tache noire qui, comme une tique, nous collait à la peau. Notre vote et nos prières aidant, M. Sall fut élu président de la République du Sénégal. Et, agréable surprise, il n'oublia pas sa promesse. Depuis, différentes constructions sont entreprises pour donner à la ville son rang de chef-lieu de département. Des pas de géant sont franchis de plus en plus. En témoigne ce centre de recherche et d'essai, non loin du lycée, qui vient d'être inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une promesse du chef de l'État Macky Sall lors du dernier conseil des ministres délocalisés de Kolda. Il l'avait promis, il l'a réalisé et nous nous réjouissons de vous le livrer à l'occasion de cette belle cérémonie. Au-delà des offres, ce centre va permettre la divulgation des résultats de la recherche. Il va permettre aussi aux populations de valoriser leur potentialité économique et de réduire considérablement la fracture numérique entre les jeunes de Médina Yoro Fula et ceux des autres villes du pays. Je vois à travers cette réalisation, c'est un acte de portée patriotique qu'il faut saluer hautement. Il s'agit quoi? Il s'agit de la restauration, que dire de la vivification du sentiment national d'appartenance de la population de Médina Yoro Fula à la nation sénégalaise. Par cet acte, Monsieur le ministre, vous faites vivre également et comprendre que les populations de Médina Yoro Fula sont partie intégrante de la nation sénégalaise, ayant les mêmes droits que tout Sénégalais de quelque contrée qu'elle puisse être. Cerise sur le gâteau, la plus vieille doléance des populations de cette partie du Fouladou va bientôt devenir un mauvais souvenir. En effet, de tout temps, les populations avaient réclamé le bitumage de la route qui mène à Médina Yoro Fula. Une route essentielle puisqu'elle va rapprocher Médina Yoro Fula des autres localités de la région de Kolda. Pour la boucle du Fouladou, qui consiste au bitumage de 2 tronçons conçus en 2 lots, le lot 1, Dabo, Fafakuru, Médina Yoro Fula, 68,5 km. Le lot 2, Médina Yoro Fula, Pata, 34 km. Par le génie du président Macky Sall, le département de Fouladou passe de 0 mètre de goudron à 102,5 km de goudron dans un délai de 3 ans.
Ces marchés de travaux ont été attribués respectivement au groupement d'entreprises CSE sociétaires pour un montant de 23 milliards pour le lot 1 et à l'entreprise Cinco pour un montant de 13 milliards pour le lot 2. Une bonne nouvelle pour ces populations. Cependant, la boucle andée est souvent revenue dans les propos. Une suggestion qu'il faut prendre en compte pour connecter définitivement toutes les localités, à savoir Kolda, Fafakuru, Médina Yoro Fula, Pata. Ceci pour permettre à ces localités de mieux développer leurs relations. Aujourd'hui, ces populations espèrent que le bienfaiteur viendra lancer très bientôt les travaux de construction de cette route pour mettre enfin la localité sur les rampes de l'émergence. Après Kolda, on revient à Dakar pour parler de la caravane de l'enseignement supérieur. 40 étudiants délégués des universités publiques y participent. Les pays de destination, le Mali et la Côte d'Ivoire. Une caravane qui vient remplir une des recommandations retenues à l'issue du conseil présidentiel du 14 août 2013. Le ministre de l'enseignement supérieur a donné le top départ. Philomène Constance Diagne. Ils sont 40 étudiants délégués à être désignés pour représenter leurs camarades dans les universités maliennes et ivoiriennes. L'objectif, mieux apprendre et découvrir le fonctionnement du système universitaire dans les pays de destination. Cette mission permettra aussi à nos étudiantes et étudiants de nouer des relations de partenariat avec leurs camarades, car il faudra bien qu'au niveau de l'UEMOA, dont les pays sont membres du CAMES, qu'on puisse y avoir à l'échelle de l'UEMOA, mais sans doute plus tard à l'échelle du CAMES, du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, des congrès des étudiantes et des étudiants, comme cela se passe au niveau de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Le choix est porté sur le Mali et la Côte d'Ivoire, pays voisins où les étudiants pourraient bien puiser de bonnes pratiques et en donner. Alors le Mali, c'est naturel dans la mesure où c'est un pays voisin, c'est un pays frère, c'est un pays aussi dont nous partageons beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure aux étudiantes et étudiants, c'était un seul pays, le Mali et le Sénégal au moment des indépendances. Nous partageons avec ce pays les 3 couleurs de notre drapeau national avec les mêmes dispositions. Nous partageons la même devise, un peuple, un but, une foi. La Côte d'Ivoire est presque un pays jumeau avec lequel nous sommes en relation de fraternité, mais en même temps en relation d'émulation dans le domaine économique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine scientifique et technologique. Et il était bon que nos étudiantes et nos étudiants aillent voir ces pays en premier, étant entendu qu'une autre caravane, sans doute l'année prochaine, leur permettra d'aller visiter des pays anglophones qui sont aussi au niveau de la CEDEAO et d'autres espaces africains, et ensuite l'Europe et l'Amérique. Contribuer à l'émergence d'un nouveau leadership du mouvement étudiant, l'un des principaux objectifs de cette caravane sous-régionale. Cette rencontre permettra aussi de renforcer l'intégration sous-régionale, surtout entre étudiants. Hors de chez nous, au Bénin, le nouveau président Patrice Talon a prêté serment aujourd'hui. Dans son discours, il s'est engagé à n'exercer qu'un seul quinquennat. Le récit de Cédina Alunfal. Au Bénin, Patrice Talon, le nouveau président, homme d'affaires de 57 ans, élu le 20 mars, a prêté serment au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le président a prêté serment devant le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême. Le premier ministre sortant, Lionel Zinsou, battu au second tour, a assisté à la cérémonie. Des représentants de délégations étrangères ont également fait le déplacement ainsi que des milliers d'invités, mais il n'y avait aucun chef d'État. Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Le nouveau président du Bénin s'est engagé dans son discours d'investiture à n'exercer qu'un seul quinquennat, une de ses grandes promesses de campagne. Diplômé en maths physique à Dakar, Patrice Talon doit transmettre une déclaration de tous ses biens et patrimoines à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Dans l'accord signé avec la vingtaine de candidats qui lui a apporté son soutien avant le second tour, il a été mentionné qu'il ne devait pas y avoir de conflit d'intérêts.
Patrice Talon, installé dans ses nouvelles fonctions de président de la République du Bénin, retour au Sénégal. La rubrique santé au rythme de la Journée internationale des sports, c'est notamment pour aborder la question de la nécessité de la visite médicale avant toute activité physique. Elle permet d'éviter certains accidents fréquents chez les sportifs amateurs ou professionnels. Les précisions de Oumou Wale. La pratique de l'activité physique est partie intégrante d'un mode de vie sain. Beaucoup l'ont compris. C'est pourquoi à certains endroits de Dakar, nombreux sont ceux qui s'y adonnent. Je pratique le sport parce que ça me permet de me divertir, d'oublier les soucis, de lutter aussi contre le stress, d'être dynamique quand même. Et puis ça me permet aussi de bien dormir la nuit. Parce que quand on fait du sport la nuit, on dort bien. Et si on dort bien, ça peut se répercuter un peu dans la journée parce qu'on fonctionne bien la journée quand même. Je prépare un concours. Il y a une épreuve physique. Et c'est une épreuve qui est éliminatoire. Si on ne passe pas l'épreuve physique, on ne peut pas faire l'épreuve écrite. C'est pour cela. On a fait une visite médicale d'abord. Bon, sport, médecin de Mkoutigel. Je fais du sport sur recommandation médicale. Je souffre d'arthrose. La marche me soulage beaucoup. Par contre, je ne le fais pas de façon régulière. Des fois du ma am jot bon damay nekk ci yenn kii mais su ma amee jot rek damay bëgg di sport parce que lu ma neex la. Chacun a sa motivation pour tirer le meilleur du sport. Toutefois, tout le monde n'y arrive pas. Pire encore, chez certains, c'est l'effet inverse qui peut se produire. D'où l'intérêt d'une visite médicale au préalable. Il y a les compétiteurs, que c'est des gens qui doivent avoir obligatoirement un certificat de non-contre-indication. C'est comme non-contre-indication, c'est le certificat qui dit qu'il n'y a rien qui leur empêche de faire le sport. Pour les autres, la grande courbe, c'est des gens qui doivent avoir un médecin au moins pour avoir une idée de ce qu'il y a. Parce que le sport, à part les articulations, les petits traumatismes ne donnent pas de maladie. Mais le sport révèle très souvent ce qui existe. Son objectif est surtout de permettre à chaque pratiquant d'y aller à son rythme. Faire à son rythme. L'intensité du sport dépend de l'âge, de la personnalité et du passé du sportif. Parce que le sport, c'est pour tout le monde. Même les cardiaques doivent faire du sport. Le sport fait partie du traitement des cardiopathies. Mais c'est un sport qui est individualisé, c'est un sport qui est personnalisé. En dehors du rythme, la pratique sportive doit s'associer à certaines règles. La première est la régularité. 3 séances par semaine, supérieures à 30 à 40 minutes. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 5 à 10 minutes lors de mes activités physiques. Je bois 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice. J'évite les activités intenses par température extérieure. Et tu vois sur la corniche, à 14 h, quand il fait 35 degrés à l'ombre, des gens avec des caouets qui disent que je fais du sport parce que je vais dégraisser. Non, l'obésité, ce n'est pas de l'eau. La graisse, ce n'est pas de l'eau. Donc ces gens-là font une activité à haut risque parce qu'ils vont se déshydrater et ils vont risquer de créer des troubles du rythme graves et mourir subitement. On ne fume pas 1 heure avant le sport, ni 2 heures après la pratique sportive. Parce qu'il y a un risque de mort subite. Je ne fais pas de sport intense si j'ai de la fièvre. Ça, c'est un gros problème au Sénégal. Si j'ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal, quelque chose qui ressemble à du paludisme ou rien dire. C'est peut-être une atteinte cardiaque qui est là, qui est latente et qui risque de s'aggraver pendant le sport. Si toutes les conditions ou presque sont réunies, les bienfaits de la pratique d'activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer. Nous sommes une machine. Il n'y a pas un élément dans notre corps qui est inactif. Toutes les cellules bougent. Mais il faut faire une activité physique régulière pour harmoniser ce qu'on fait. Et le sport, c'est facteur de santé. Parce que ça me permet d'augmenter ma capacité pulmonaire, ça me permet d'augmenter mon appétit, ça me permet de libérer mon esprit. L'activité physique contribue à économiser le cœur. Ça diminue la fréquence cardiaque, donc ça repose le cœur. Ça diminue la pression artérielle, ça augmente la souplesse des artères,
l'élasticité du cœur, donc ça sent le sang beaucoup plus vite. Ça aide à maîtriser la respiration, la fonction respiratoire est améliorée au repos comme à l'effort. Et surtout au niveau du cerveau.